Mais d'abord, les 4 vérités. Et Jeff Wittenberg reçoit ce matin Jean-Luc Benamias qui était sur scène hier soir. Absolument, Jean-Luc Benamias qui est avec nous ce matin, qui est candidat à la primaire de la gauche. Et effectivement, bonjour Monsieur Benamias. Bonjour. Vous diriez, vous qui avez participé, que c'est un débat sans vainqueur, vous aussi, qui a eu lieu hier soir? Pas vraiment de vainqueur. Moi, je m'attendais à un débat de ce genre au démarrage. Les 7 ne sont pas des ennemis. On est concurrents, mais on n'est pas ennemis du tout. C'est même plutôt des amis. On se connaît par cœur. Et la formule limite les possibilités de débat. Et on a vu hier qu'il y avait quand même sur la sécurité sociale, par exemple, un accord global. Personne n'avait quelque chose à dire de plus qu'un autre par rapport à cela. Alors c'est peut-être qu'il faut revoir la formule dans les autres débats. Il y en aura un sur France 2 jeudi prochain, je C'est vrai. précise. Au-delà quand même de ces propos généraux sur le fait qu'il n'y a pas de vainqueur, est-ce que, hormis vous-même, j'imagine, vous ne trouvez pas qu'il y a un des 7 qui s'est montré plus convaincant que les autres hier soir, en toute honnêteté? Non, en toute honnêteté, je pense que, bon, il y a deux parties. Deuxième partie, on va dire que Manuel Valls, qui avait démarré lentement, a été assez convaincant. Mais je ne voudrais pas dire que les autres n'ont pas été convaincants, parce que tout le monde a joué sa partie. Sur un débat quand même très cloisonné. Hein. C'est ça que... Bon, voilà, on connaît le jeu, on l'avait vu avec la primaire de la droite. Il y a moins d'opposition, vous l'avez vu. Il y a moins d'aigreur. Pourtant, il y aurait pu en avoir entre les socialistes. Vous vous êtes agacé au début de l'émission que les petits candidats, entre guillemets, dont vous faites partie, soient cantonnés aux questions plus subalternes, qui ne répondent pas aux grands sujets. Est-ce que vous avez eu l'impression par moment de faire de la figuration dans ce débat? Non, j'ai pas l'action de faire la figuration, mais c'est vrai que quand j'ai regardé, on discutait du pouvoir d'achat, de l'emploi, et quand je regarde les pendules qu'on voit nous, de très près, même les téléspectateurs le voient aussi, les 4 socialistes avaient été déjà à 6 minutes. Nous étions les 3 autres à 2 minutes. Mais vous pensez que vous pouvez apporter autant qu'eux des solutions à la crise économique, aux problèmes de sécurité? Il n'y a pas de savoir universel, et dans ce cadre-là, je pense que nous sommes tous au même niveau. Tous les candidats, hier soir en tout cas, font de la transition écologique une priorité. Dès lors, quelle est votre valeur ajoutée à vous, Jean-Luc Benamias, qui, je le précise, êtes le second, enfin vous êtes 2 candidats écologistes dans cette primaire. Issu des formations écolo, oui. J'ai passé 30 ans, donc... Qu'est-ce que vous apportez en plus? Ce que j'apporte en plus, c'est dire que, justement, après 40 ans d'écologie politique, après René Dumont en 74, les victoires écologistes, les acquis sont là. Et quand on arrive à une loi sur la transition énergétique qu'il faut mettre en réalisation, quand on arrive dans un pays extrêmement nucléarisé dans la production d'électricité, à ce qu'un compromis soit passé dans une loi de transition énergétique qui baisse la part du nucléaire dans la production énergétique, c'est une victoire, c'est un acquis. Donc on a déjà fait une partie du chemin, c'est ce que vous dites? On est en train de faire une partie du chemin. Vous me demandiez quel était mon badge. Mon badge, c'est la COP21. Le badge que j'ai sur ma veste, c'est la COP21. La COP21 est une autre réussite. Passons au stade des réalisations. Une loi sur la biodiversité, c'est une réussite. Quand on est dans un gouvernement, quand on participe à un gouvernement, et certains écolos y ont participé, et il y en a encore, eh bien c'est une victoire. Eh bien dans ce cadre-là, il faut jouer sur les acquis. Alors ma valeur ajoutée, c'est le pragmatisme. Alors dans votre programme, il y a aussi des propositions économiques. Non seulement vous prenez le revenu universel comme Benoît Hamon, par exemple, mais aussi, je l'ai lu, la revalorisation du revenu des enseignants, des professions médicales, des emplois zéro charge pendant 5 ans pour les TPE. Comme disait hier soir votre ami François de Rugy, comment on finance tout cela, sinon avec l'impôt des Français? On le finance avec l'impôt des Français, c'est une question de répartition. Vous annoncez une hausse des impôts? Non, je n'annonce pas une hausse des impôts. Je pense qu'on peut arriver à répartir tout cela, mais... Hier soir, je veux bien croire qu'on n'a pas tout écouté, mais je fais une proposition au niveau de l'Union européenne. J'ai été pendant 10 ans député européen, d'un budget d'investissement sur 5 ans de 1000 milliards. Alors vous allez me dire, 1000 milliards, c'est énorme. Ben non, 1000 milliards par rapport aux 27 pays européens, 27,5 parce qu'il y a le Brexit et l'Angleterre, par rapport à l'Europe, c'est l'Europe qui paierait, c'est l'Europe qui financerait les budgets d'investissement qui permettent à l'Union européenne, et notamment à la République française, d'être à la hauteur de la mondialisation, à la hauteur de la révolution numérique. Le revenu universel, ce n'est pas un budget d'investissement, c'est une mesure très concrète. Non, c'est un budget d'investissement, parce que le budget universel, qui est effectivement pour toute la population, est un budget qui réabonde l'ensemble de la consommation, qui réabonde évidemment la TVA, qui réabonde évidemment la CSG, et qui réabonde le revenu même, et qui aide
C'est pas uniquement pour les Ça pauvres. rapporte Même plus que ça ne coûte, selon vous. de toute façon, c'est dépensé immédiatement. Et c'est une aide réelle à la création d'entreprises. Je pense aux moins de 30 ans, je pense aux agriculteurs qui touchent 350 € par mois, je pense aux artisans et commerçants dans les cités en difficulté, dans les régions périphériques, où avoir un revenu, alors qu'on travaille des heures et des heures, plus de 35 même, on n'a pas un revenu qui dépasse les 1 000 €. Le revenu universel permet que les gens qui ont du travail continuent à travailler et créent de l'entreprise. Est-ce qu'on peut penser, on fait un peu de politique fiction, que si Benoît Hamon, par exemple, accédait à un second tour, et pas vous-même, vous le soutiendriez, puisqu'il défend comme vous le revenu universel? J'ai dit que je soutiendrais de toute façon le candidat qui sortira en tête de ces primaires, et je le ferai. Après, je ne sais pas du tout, vous non plus, qui sortira au second tour. J'ai, moi, peu de chance, comme mes deux petits camarades, de sortir au second tour. Je le dis et je l'exprime. Quand on participe à des primaires, on fait des propositions, j'essaye d'en faire. Donc pourquoi finalement êtes-vous présent si vous savez d'ores et déjà que vous ne serez pas au second tour? Ce que je propose comme grande alliance, comme arc progressiste et écologique, qui va de l'électorat de monsieur Jean-Luc Mélenchon à l'électorat de Nathalie Kosciusko-Morizet pour avoir enfin de vrais... L'électorat ou les personnalités elles-mêmes? Les personnalités, je ne vais pas parler à leur place. L'électorat, je peux dire à l'électorat, voilà ce que je propose comme arc majoritaire, comme majorité progressiste. Il y a 3 majorités qui peuvent se dégager en France. Une majorité progressiste, celle que je viens de définir, une majorité autour de M. Fillon, que j'appelle ultra-réactionnaire, et une majorité, et pire que cela, la majorité qui pourrait se dégager autour de l'extrême droite. Alors, une autre proposition, vous parlez de l'extrême droite, vous vous prononcez pour la proportionnelle intégrale aux élections législatives. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus d'un quart des députés seraient issus du Front National, puisque ce parti pèse aujourd'hui environ 25% des suffrages. Soit on interdit le Front National et les électeurs peuvent pas voter pour lui, soit ils peuvent voter pour lui. S'ils peuvent voter pour lui, vous vous rendez bien compte que la crédibilité de l'Assemblée nationale, alors que c'est une formation qui fait, comme vous le dites, on va dire autour de 25% des voix, il y a 2 députés, eh bien la crédibilité de l'Assemblée nationale devient absolument nulle. Mais c'est valable pour les écologistes, c'est valable pour d'autres courants politiques, c'est valable pour le centre-gauche que je représente en partie. Nous ne sommes pas représentés. L'Assemblée nationale représente à peine 50% de l'opinion publique et des électeurs et des électrices. Ça n'est plus possible. Je dis que le système allemand, à ce niveau-là, est le bon système. Vous êtes un écologiste, mais vous avez aussi participé à la création du MoDem. Vous êtes un cofondateur du MoDem avec François Bayrou. Est-ce que sa candidature serait utile, selon vous, aujourd'hui? Ça, il faut lui demander. Vous voyez, non, mais vous, qui êtes un de ses amis, vous avez été son allié. Je ne renie rien par rapport à cela. J'ai passé 7 ans avec M. François Bayrou et d'autres dans le mouvement démocrate. Je renie rien, je regrette rien. Je pense simplement que bouger les lignes telles qu'on avait voulu le faire, c'est pas retourner uniquement sur une formation et sur une partie de l'échiquier politique républicain. Je crois, moi, je viens de le dire, sur mon arc progressiste et écologique, qu'il faut vous bouger. lui déconseilleriez plutôt de se présenter? Ah non, j'en sais rien, c'est à lui de voir. Il est grand, c'est une grande personne. Bon, très bien. On vous a entendu. Merci beaucoup, Jean-Luc Benamias. C'est à vous, William. Bonne journée. Merci beaucoup, Jeff. À bientôt.